14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Bonjour à tous, nous sommes ensemble durant ces 2 heures sur Sud Radio. En psychologie amoureuse, on évoque souvent les phénomènes de répétition, c'est-à-dire qu'on a souvent tendance à choisir le même genre de partenaire. Alors quand c'est positif, c'est pas très gênant, hein, mais le problème c'est que la plupart du temps, c'est pas vraiment positif puisque ça provoque de la souffrance et la fin de la relation quand ce n'est pas pire, hein. Donc pourquoi, par exemple, une femme quitte un partenaire violent pour finalement se remettre avec un autre homme qui lui aussi sera violent? Alors bien sûr, ces répétitions parlent de nous et tant qu'on n'accepte pas de comprendre ce qui se joue, on risque de continuer à répéter encore. Jean-Charles Bouchou est avec nous, c'est mon invité, et il les connaît bien, ces phénomènes de répétition, et donc il va pouvoir nous expliquer pourquoi, et surtout, si c'est votre cas, il va pouvoir vous aider à en sortir. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre si vous avez envie de témoigner, de poser des questions. Je vous rappelle notre numéro 0826 300 300. Jean-Charles Bouchou, merci d'être avec nous. Vous êtes psychanalyste, psychothérapeute. Votre livre, Les pervers narcissiques, vient de ressortir en poche aux éditions Erol. Et vous avez eu envie qu'on aborde ces phénomènes de répétition. Oui, la compulsion de répétition. Parce que quand nous avons parlé des mécanismes de défense pervers narcissiques, nous avons parlé des pervers narcissiques. Et moi, j'aimerais bien qu'on parle de la victime. Eh bien, pourquoi parlons-en. Oui, parlons-en. Pourquoi est-ce que nous avons besoin de répéter? Qu'est-ce que ça vient dire de nous? Vous l'avez parfaitement dit en présentation. Eh bien, très souvent, ça parle d'un trauma infantile. Un trauma que nous avons vécu très jeune. C'est quoi, au fait, un trauma? Un trauma, c'est un excès d'énergie que mon organisme trop juvénile ne peut pas gérer. Donc, oui, le trauma est refoulé, c'est-à-dire c'est comme s'il était oublié, il n'empêche qu'il reste, l'énergie reste là. Il est mis dans un placard. Il est mis dans un placard, là derrière, et sont mis en place des mécanismes de défense, c'est pour éviter de ressentir. Ça peut être l'intellectualisation, ça peut être plein de choses, le TDAH, etc. Un retrait de son corps, avec une sorte comme ça d'indifférenciation à tout ce qui peut se passer. Oui. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Une fois que mon organisme est plus adulte, mon inconscient, mon organisme va me représenter des situations étrangement analogues à la situation d'origine. Pourquoi? Parce que mon organisme voudrait bien que je vive mon trauma et qu'il dégage. Le problème, c'est que quand le trauma se présente à nouveau, quand l'équivalent de mon trauma se présente à nouveau, je remets en place les mécanismes de défense, j'intellectualise on est très armé pour justement ne pas... Et donc, je vis pas mon trauma. Donc, il va falloir qu'une nouvelle situation identique se présente encore et encore. Jusqu'au jour où, enfin, j'en ai un peu marre de toujours retomber sur des hommes violents, sur des femmes qui sont Alors ça va nous faire dire des choses étranges. Par exemple, une femme qui rencontre un homme violent, puis encore un homme violent et encore, elle doit vivre à l'intérieur d'elle ce qu'elle ressent au moment de la violence. Donc on va lui faire revivre. En fin de compte. Oui, voilà. C'est important aussi parce qu'on entend beaucoup, moi j'entends parfois des auditeurs qui appellent et puis qui sont très conscients de pourquoi ils vivent ça, conscients intellectuellement. Ça vient. Exactement, mais émotionnellement, ils n'ont pas revu les émotions. Ils savent pas revivre les émotions parce que peut-être le thérapeute ne les aide pas dans ce sens-là. Et donc, tant qu'on n'a pas tant qu'on ne va pas dans le corps et dans l'émotion, on l'intellectualisation, c'est un de ces mécanismes de défense qui me font tenir à distance. Je sais très bien pourquoi il s'est passé ça. Oui, mais le savoir, c'est une chose, le vivre, c'en est une autre. Le revivre. Le revivre encore. Et le vivre sensoriellement. Et c'est là où nous allons travailler. Sur le sensoriel. C'est ça. Et je crois que dans cette émission, les gens le savent, je ne cesse de répéter que le corps ne ment jamais. On travaille beaucoup sur, notamment avec Michel Odoul, les mots du corps. Parce que quand on est dans une relation amoureuse, normalement, on doit se sentir bien. Ah bah oui. Et à partir du moment où on se sent bien, tout va bien. Ça veut dire qu'on a choisi un partenaire qui nous permet d'exister, de vibrer, etc. Oui. Mais si on va pas bien, c'est que la personne n'est pas bonne pour nous. Et tout simplement. Alors elle est étrangement bonne. Elle est bonne dans le sens où elle va me faire revivre mon trauma. Et elle n'est pas bonne si mon but, c'est d'être heureux. Et on va dire des choses étranges. Parce que hier, nous disions, par exemple, si vous avez affaire à un pervers narcissique, il faut partir.
Ah, c'est facile à dire. Vous avez vu, on avait du mal à se faire entendre par certaines personnes. Non, si j'ai affaire à un pervers narcissique, je dois vivre sensoriellement ce qu'il m'oblige à vivre. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de mon corps? Et moi, je travaille de plus en plus sur le sensoriel. Je dis aux personnes, bon, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu tel exclandre avec mon compagnon ou ma compagne. Ok, fermez les yeux, revivez la scène et dites-moi ce qui se passe sensoriellement à l'intérieur de vous. Vous voyez, on est loin de l'intellectualisation. Et là, les gens disent, mon estomac se resserre, ma gorge se resserre, j'ai envie de pleurer. Et là, on passe à autre chose. Et là, on n'a plus besoin de revivre à nouveau le trauma. Et on sort de la compulsion de répétition. Et on est guéri. Et on est guéri. Bonne nouvelle. Bien sûr. Je précise d'ailleurs que vous allez tenir un atelier Rebirth qui sera donc à la région de Montpellier du 14 au 17 novembre. Oui. Alors justement, un atelier Rebirth, ça veut dire quoi? Alors le Rebirth, c'est une façon de respirer dans le haut du corps. On expliquera tout ça aux pratiquants. Et ça permet de faire remonter justement nos traumas. Et donc de les libérer, de les laisser partir. C'est tout parfaitement en lien effectivement avec le sujet d'aujourd'hui qui est pourquoi est-ce que je répète? Parce que je n'accepte pas de vivre mon trauma. Alors venez vivre vos traumas à Montpellier. Je ne sais plus quelles sont les dates. Justement, ça va vous parler, Jean-Charles Mouchou. On était avec Michel Audou le mercredi et on a travaillé beaucoup sur la respiration. Et pourquoi on a travaillé sur la respiration? Parce que c'est la seule chose qu'on peut faire pour que le corps circule, pour que ça circule mieux dans le corps. Et donc le Rebirth, c'est quelque chose donc qui est basé beaucoup sur la respiration. Donc c'est important que les gens comprennent bien que si dans leur corps ils se sentent un peu avec des tensions coincées, etc., c'est certainement qu'il y a des choses qui veulent se dire. Qui veulent se vivre, pardon. Et peut-être que à ce moment-là, peut-être c'est bien de se poser la question sur qu'est-ce qui va pas dans ma vie, où j'en suis, pourquoi je suis comme ça, pas aussi libre dans ma respiration, dans mon corps, dans ma poitrine, dans mon ventre, enfin. Bien sûr. Oui. Donc nous avons plusieurs techniques, le revécu sensoriel, la respiration Rebirth. Moi, j'ai beaucoup pratiqué la méditation. Mais la méditation, alors moi aussi, je suis 100% pour, bien sûr, mais c'est quand même quelque chose qui est peut-être pas donné à tout le monde quand même. Ça demande. Si, ça devrait. Moi, je suis pas. Aujourd'hui, par exemple, il y a des gens qui essayent la méditation avec des trucs sur YouTube, etc. Ça marche pas. Non, c'est pas de la méditation. Vous êtes d'accord? La méditation, c'est je me concentre sur ma posture. Oui, mais il faut être aidé au départ. On peut pas tout seul. Allez dans un dojo. Il y a sûrement un dojo autour de chez vous. Oui, enfin c'est dojo zen. C'est pas si simple que ça. Non. Sincèrement, je pense que c'est assez ardu quand même la méditation. Allez vous faire mal aux genoux ou écoutez. Non, mais je veux dire. Vous avez le paradis qui est au bout du chemin. Oui, vous avez la libération qui est au bout du chemin. Ça vaut le coup d'aller se. J'ai traversé cette fameuse forêt dont on parlait hier. Donc je suis d'accord avec vous. Ça en vaut la peine, mais c'est quand même c'est pas fait pour tout le monde quand même. Si, tout le monde devrait. Tout le monde pourrait, excusez pour le devrait. Tout le monde pourrait pratiquer. C'est vrai. Il y a des gens qui me disent je n'y arrive pas, mais il n'est pas dit qu'on doit y arriver. Vos pouces se touchent. Observez vos pouces qui se touchent. Votre colonne vertébrale est tendue. La colonne vertébrale est tendue. Je ne peux pas être en même temps concentré sur mes pouces qui se touchent et dans mes pensées. Je peux me déconcentrer pour retourner vers mes pensées, ça. Évidemment, ça arrive pendant la méditation, mais à chaque fois, je vais me reconcentrer sur ma posture. C'est tout. Et tout le monde peut faire ça. Pourquoi on ne pourrait pas? Qu'on ne se dise pas, c'est difficile, c'est facile, c'est bien, c'est mal, à quoi ça sert? Un maître zen, si vous lui posez la question, à quoi sert le zen? Il vous dit, le zen ne sert à rien. Parce que dès que vous allez y mettre du désir là-dedans, ou un but, ou un objectif, vous passez à côté. Bien sûr. C'est d'être en soi. C'est être là. Être là tout bêtement. Comme vous disiez hier, dans l'ici et maintenant, c'est-à-dire pas dans le passé qui n'existe plus, ni dans le futur qui n'existe pas, simplement présent ici et maintenant. Et l'avantage, en effet, lorsqu'on est en soi, on est avec son monde intérieur. Moi, j'aime bien cette image de monde intérieur parce que je trouve que c'est assez imagé. Et à ce moment-là, on voit bien si on est bien ou si on n'est pas bien. Ah oui. Oui. Alors là, c'est par rapport à nos problèmes, c'est prendre de la distance. C'est ce que nous oblige une psychothérapie. C'est ce que nous permet quand on s'isole un peu. Si vous êtes avec quelqu'un de pervers narcissique, qu'est-ce que je dois faire? Partez en week-end. Partez tout seul en week-end dans un hôtel, dans la montagne ou au bord de la mer.
Et là, Alors l'autre, il va hurler, hein. C'est pas votre problème. Et là, dans la distance, vous réalisez que ce que vous vivez n'est pas normal. En tout cas, ne correspond pas à votre norme. absolument. C'est vraiment important d'être en soi et puis Oui. ensuite d'être dans l'instant présent Oui. parce que quand on voit aujourd'hui le nombre de personnes qui, parce qu'ils ont peur de ce qui pourrait arriver, Oui. ne vivent plus. Ah ben non. C'est un peu dommage quand même, hein, tout parce à que si ça se trouve, ils vont, Ouais, c'est une vaste. ils En vont plus, c'est passer une 20 vaste. ans sans vivre. Ben oui, c'est une vaste illusion en plus. Enfin, nous sommes là de passage, c'est rapide. Oui, c'est tellement Ça vrai. passe tellement vite. Voilà. Et puis de toute façon, quand on n'a pas le pouvoir de faire bouger les choses, il faut pas s'en occuper parce que de toute façon, on Non. ne peut que s'occuper de Dans le sa zen, vie. on dit seulement s'asseoir. C'est Oui. une religion. Quelle est votre religion? S'asseoir. Quoi d'autre? S'asseoir. Il n'y a rien d'autre. Bon, en tout cas, on va parler des phénomènes de répétition. Oui, Et oui, vous oui, n'hésitez pas, si vous avez envie de nous rejoindre, 0826 300 300. À tout de suite. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Jean-Charles Bouchouet est avec nous. Je rappelle que vous êtes l'auteur des Pervers narcissiques. C'est sorti aux éditions Erol en poche. C'est tout chaud, c'est... Aujourd'hui. Aujourd'hui. Sort aujourd'hui. Aujourd'hui Oui, Ah, oui, le 11 formidable. septembre. 12, on est le 12. Donc c'était Ah hier. oui, pardon, c'était hier. Hier. Autant pour moi. Bon. Bonjour Joël. Bonjour Brigitte et bonjour Jean-Charles. Bonjour Joël. Merci d'être avec nous Joël. Donc vous avez répété 2 fois la même chose, une relation toxique. Oui, enfin la deuxième, enfin, je vous expliquer. Il y a une quinzaine d'années, ce monsieur était réellement un pervers narcissique, voire dangereux, intéressé, et je pense que cela correspondait à une période de ma vie où j'étais fragile. Et bon, ça a duré, je ne sais plus exactement, une année ou un peu plus. Et j'ai eu une prise de conscience à un moment donné parce qu'en plus, essayant de me fragiliser un peu plus pour mieux me manipuler, même financièrement, me proposant de m'épouser, il s'est servi de moi pour se séparer de sa femme. Et quand il a vu qu'il n'obtenait pas ce qu'il souhaitait, je pense que de toute façon il était volage, il est allé voir ailleurs et il a préparé son départ avec une autre personne. Donc c'est lui qui vous a quitté? Non, c'est moi. C'est vous qui l'avez quitté? Ouais, pardon. mais il l'avait senti et s'y était préparé. Oui. Ouais. Oui, certainement. Avec du recul, oui, absolument. Mais il logeait chez moi, donc c'est moi qui l'ai mis à la porte. D'accord. Mhm. D'accord, donc ça c'était il y a 15 ans, hein? C'est bien Oui, ça? Oui, j'étais fragile et D'accord. manipulable, mais en moi, quelque part, il y avait quand même une étoile, une prise de conscience en me disant que c'était pas normal, c'était pas supportable. Je pense, de souvenir, il avait même essayé mon fils aîné avait quitté la maison, mais il avait même essayé de manipuler mon second fils et de monter contre moi. Mais il n'y est pas arrivé. Hein. Donc Non, il n'y est pas ensuite, arrivé. vous avez rencontré un homme qui a été également toxique pour vous? Oui, il y a 7 ans, mais avec du recul, je dois vous avouer que récemment, j'ai pu réaliser que je pensais qu'il était toxique, mais parce que je sais qu'avant moi, il avait vécu une relation toxique avec une autre femme. Alors là, vous êtes en train de l'excuser. Moi, je vais vous poser une question. Oui. Si j'ai souffert dans ma vie, est-ce que ça me donne le droit de vous faire souffrir à mon tour? Si j'ai rencontré quelqu'un de toxique, est-ce que ça me donne le droit d'être toxique à mon tour? Oui, je suis tout à fait d'accord avec vous, tout à fait. Mais avec du recul, parce que j'ai rompu en début d'année au bout de 7 ans. Oui. Je me suis faite aider. Je me fais toujours aider. Parce que j'en avais besoin, j'ai fait ce que j'ai appelé une sorte de burn-out sentimental. Mon corps a parlé, des crises d'angoisse, des crises de panique. Au moment où je devais le rejoindre, puisqu'il vit la moitié de l'année à l'étranger. D'accord. Mais donc c'est vous qui êtes partie aussi au début d'année? Oui, parce que c'est cauchemar avec crise d'angoisse.
crise de panique. Donc ça là, se si on résume déjà, on voit bien que c'était pas des vrais pervers narcissiques avec tout ce que ça comporte, mais c'était des personnes toxiques pour vous, qui en tout cas vous faisaient du mal et vous jusqu'à même vous faire pratiquement tomber malade. Hein, on est bien d'accord. Alors, Joël, est-ce que ça fait écho à autre chose dans votre vie quand vous étiez plus petite ou... Mais bien sûr, mon Charles, mais bien sûr, dénigré par mon père. Oui. Vous voyez ce que je disais en introduction, on a besoin de revivre encore et encore. C'est notre organisme nous pousse à revivre le même type de scène, mais le but, c'est pas que vous alliez mal, le but, c'est que vous alliez bien. Hein. Notre organisme, il ne tend que vers l'équilibre psychique et physique. Oui. D'accord ? Mais le problème, c'est que quand on revit la scène, notre première idée, c'est je le mets dehors. C'est très bien, c'est formidable, vous vous êtes protégé. Mais il faudrait peut-être que vous nous disiez qu'est-ce que vous viviez à l'intérieur de vous au moment des esclandres, physiquement. Parce que vous voyez, vous nous dites bien que vous avez pratiquement fait un burn-out affectif. Oui. Hein. Donc ça veut dire que dans votre corps, les ressentis et les émotions étaient fortes. Donc c'est ça qu'il faut que vous compreniez et que vous puissiez revivre pour vous rendre compte que ces émotions et ces ressentis, c'est des émotions et ressentis que la petite fille ressentait quand votre père... Tout à fait. On est d'accord. C'est ce qui est ressorti du travail que vous faites actuellement. Oui. Donc vous faites un bon travail actuellement alors. Apprendre à m'aimer. Oui, c'est excellent d'apprendre à s'aimer, mais avant d'apprendre à s'aimer, revivre sensoriellement, c'est Luc Nicon qui parle de ça dans sa technique appelée Tipeee, revivre sensoriellement à l'intérieur de vous, qu'est-ce qui se passe au moment où vous êtes agressé ? La réponse, ça va être, vous fermez les yeux et vous allez dire, par exemple, hein, je ne vais pas parler à votre place, mon estomac se contracte, ma gorge se contracte, je sens des larmes qui viennent aux yeux. Et là, vous vivez le trauma. Et en vivant le trauma, vous le laissez partir. Parce que c'est des traumas que, petit enfant, vous ne pouviez pas vivre. Vous étiez trop juvénile. Oui, parce que ce qui est important dans ce qu'explique Jean-Charles Bouchou, je le dis pas spécialement pour vous, Joël, parce que visiblement votre thérapeute a l'air d'être dans cet esprit-là. Mais ce que dit Jean-Charles Bouchou, c'est assez différent de ce qu'on entend beaucoup dans notre monde occidental. Dans notre monde occidental, il faut mettre des mots, il faut parler, il faut comprendre intellectuellement, etc. Non, Jean-Charles Bouchou nous dit qu'il faut ressentir ce que enfant on ressentait lorsqu'on était avec quelqu'un de toxique, hein, donc quelqu'un de notre famille. Hein, et à partir du moment où on le ressent et qu'on arrive en tant qu'adulte à pouvoir le dépasser, le digérer, hein, à ce moment-là, on a revécu son trauma et donc on peut s'en libérer. Oui, rentrer en communication avec les sensations que l'on a pu avoir. Les vivre, les laisser émerger et les vivre. Et c'est vrai que c'est contre-intuitif. Normalement, quand on va voir un psychothérapeute et qu'on lui dit, voilà, il y a quelqu'un qui me fait du mal, le psychothérapeute, il va vous dire, apprenez à vous aimer, allez-vous-en. Moi, je ne vais pas dire ça. Moi, je vais dire, ok, revivez la scène. C'est la méthode de Luc Nicon. Revivez la scène et qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de vous sensoriellement. Et on ne parle que de sensoriel. On ne met pas d'intellectualisation là-dedans. C'est le cœur s'accélère, j'ai des fourmis dans les jambes. Ouais. Ben, ça me parle beaucoup puisque je suis devenue sophrologue sur le tard. C'est bien ça. Ah ouais, et nous parlions hors antenne avec Brigitte Lahaye de méditation, la méditation zen, et c'est ses cousins. Hein. Tout à fait. Et c'est ce à quoi je vais je pense, m'engager, enfin faire. Vous orienter, oui. Oui, m'orienter, exactement. Et à partir du moment où on peut revivre, ressentir émotionnellement et corporellement, et qu'on se rend compte qu'on tient quand même debout, eh bien, on n'est plus obligé de s'accrocher à nos mécanismes de défense qui ont été mis en place. Oui. Et puis peut-être dans la méditation, vous allez comprendre une chose, s'aimer soi-même, ça ne veut pas dire grand-chose. Hein. C'est étrange. Ah oui. Je suis là parce que j'ai décidé de vivre, parce que l'univers a voulu que je vive. Je suis présent et je suis
je sais pas comment dire, témoin de ce qui se passe autour de moi, quoi. Mais Et à l'intérieur de moi. Je pense, Jean-Charles Bouchou, que le sens parce que moi, je pense en effet que c'est intéressant que les gens s'aiment et considèrent qu'ils sont la personne la plus importante. C'est plutôt ça, souvent, que je dis. Oui. Parce qu'en fait, quand on dit s'aimer soi-même, ça veut dire avoir confiance en soi et avoir avoir un bon respect de soi et avoir poser confiance ses en limites. soi et aussi s'être désidéalisé. Je peux me tromper et c'est pas bien grave. On n'est pas parfait, ça c'est sûr. Voilà. Oui, mais essayez dans ce cas de ne pas renouveler l'erreur. Oui, puis si jamais on la renouvelle parce qu'on était en l'air, c'est pas la fin du monde. Non mais Joël, quand on a découvert qu'on avait fait une erreur et que ça nous avait pas fait du bien, on est assez intelligent pour pas la refaire. Oh là là, vous avez bien de la chance, Brigitte Lahaye. Nous ne sommes pas nés sous le même signe. Moi, je me plante, je me vautre systématiquement au même endroit. C'est fou. Parce que vous n'avez pas encore repéré. Parce que j'oublie. Ben oui, mais alors ça, vous êtes un Alzheimer précoce. Je pense que je me dirige vers ça, oui. Non, mais quand on a fait des vraies erreurs je vous envie. Non, mais c'est pas grave. Non, là où je voulais en venir, c'est pas de dire on se trompe pas. C'est pas grave. Regardez comme j'en ris. Et pourtant, les bêtises auxquelles je pense que je vous dirai pas à l'antenne, je les ai faites hier et avant-hier. Ça me fait rire, je me suis désidéalisé, voilà. Je dis à mes patients parfois, vous êtes décevants par nature. Il y en a que ça choque. Je dis non, c'est pas vrai, nous sommes décevants par nature. Parce que quand on rencontre quelqu'un, on l'idéalise, et puis un jour on s'aperçoit que non, on a rencontré un bonhomme ou une bonne femme. De la même façon qu'il nous désidéalise, nous on le désidéalise. Et c'est peut-être bien là qu'on peut trouver le véritable amour en plus. Ben oui, parce que aimer les qualités de quelqu'un, c'est facile. C'est parce qu'on accepte ses défauts qu'on continue à l'aimer. Et qui peuvent nous faire rire aussi. Hein. Mais l'humour... Oui, allez-y, Joël. Ce qui est très important, me semble-t-il, c'est vraiment d'être en confiance avec soi-même et ne pas avoir trop d'attentes. Oui. Si on a trop d'attentes, on engendre une pression et peut-être que la personne vous renvoie à ce moment-là quelque chose qui le dérange aussi. Oui, puis on lui donne un pouvoir extraordinaire. Hein. Exactement. Et là, les pervers narcissiques s'engouffrent très rapidement dans cette faille-là. Dis-moi que je suis quelqu'un de bien. Attends. Oui. C'est pas gagné, Donc, sortir du... Alors non, parfois, on rencontre un thérapeute, on peut lui dire « Qu'est-ce que vous pensez de moi ?» Bien sûr, c'est simple, parce que le thérapeute est supposé quand même être quelqu'un de bienveillant. Mais si on demande régulièrement « Qu'est-ce que tu penses de moi ?» L'autre, on lui donne totalement le pouvoir sur nous. Oui. Évidemment. Eh ben merci de cet échange, Joël. Écoutez, je ne désespère pas de rencontrer un homme qui me corresponde, mais je sais que j'ai, entre guillemets, un certain travail à faire sur moi, même si j'avance dans l'âge, mais bon, il est toujours temps. Mais absolument, il n'y a pas de problème. La vie, tant qu'il y a de la vie, hein, il y a de l'espoir. Exactement. Allez, on fait une petite pause, on se retrouve avec ce Love Conseil, on va parler de nos besoins. À tout de suite. Brigitte Lahaye, Sud Radio, le Love Conseil. Eh bien, Jean-Charles Bouchou, on va parler de nos besoins, notamment lorsqu'on est en relation, vérifier que sans cesse que nos besoins sont satisfaits. Sinon, faut peut-être voir ce qu'on peut faire pour pouvoir réaliser nos besoins. Donc, je vous propose une liste non exhaustive de nos différents besoins, et puis vous pourrez réagir, bien sûr, Jean-Charles Bouchou. Alors déjà, se sentir en sécurité, ça veut dire se sentir en sécurité physiquement, émotionnellement et matériellement. Alors matériellement, ça ne veut pas dire qu'il faut être le plus riche du village, mais ça veut dire pouvoir manger à sa faim suffisamment pour pouvoir... Donc ça, c'est déjà quelque chose d'essentiel. Ensuite, se sentir aimé, mais ça veut dire se sentir en lien avec d'autres personnes, c'est-à-dire ne se sentir... parce que se sentir aimé, on a besoin d'être aimé par la terre entière. Se sentir valorisé et respecté, ça veut dire on est suffisamment capable d'atteindre l'objectif qu'on s'est fixé parce qu'on a suffisamment de valeur. Se sentir libre de ses choix essentiels, et en général ça va de pair avec donner du sens à sa propre vie. Le besoin d'être de calme intérieur, quand on est dans une agitation permanente, on est donc forcément stressé ou en tout cas anxieux.
Le besoin de pouvoir créer, c'est parce que généralement quand on est un peu créatif, on se sent mieux. Le besoin d'être dans un environnement qui nous convient, et ça c'est vrai que pour beaucoup de gens c'est difficile si on est dans un lieu qui ne nous convient pas. Le besoin de découvrir. Et puis le besoin de respecter ses propres valeurs, suivant ses propres valeurs à soi. Donc ça fait beaucoup de besoins. Oui, ça fait beaucoup. On n'est pas, alors les avoir tous tout le temps, c'est peut-être pas possible, mais c'est quand même des besoins qui sont assez essentiels. D'accord, au moins y être attentif. Voilà. Donc voilà, et la liste, je l'ai faite exprès un petit peu longue, mais au moins, je dirais que de toute cette liste, il faut au moins qu'il y en ait 4 qui soient vraiment satisfaits. Sinon, on ne doit pas être très heureux. Cécilia est avec nous. Bonjour Cécilia. Bonjour Brigitte, bonjour Jean-Charles, vous allez bien ? Bonjour Cécilia. Oui, très bien. Très Quel bien. dynamisme. Moi aussi, très bien. Eh ben super, Formidable. super. Eh bien, on vous écoute. Vous avez vécu des répétitions ? Hélas, oui, j'ai rencontré dans le milieu du surf et du skateboard quand j'étais jeune des pervers narcissiques et je ne savais pas ce que c'était. À l'époque, il n'y avait aucun livre en France de psychologie, il n'y avait rien qui expliquait ces comportements et je pense qu'aussi dans les années 90, 2000, on était quand même dans un système où c'est permis en fait, c'est possible pour les hommes. Alors bon, même s'il y a aussi des pervers narcissiques femmes et moi je ne comprenais pas parce que je suis une bonne fille, je projette sur l'autre ma gentillesse, mon honnêteté, ma sincérité, et je n'ai pas les codes pour, renifler le mensonge. Bon, là, avec les expériences et les répétitions que j'ai eues 2-3 fois dans ma jeunesse, dans mes 30 ans, j'ai compris, j'ai pris mes jambes à mon cou. Au revoir, merci. À bientôt. Voilà. Et je me rends compte aujourd'hui, malgré ma résilience, malgré des thérapies, malgré tout, aujourd'hui, je continue à attirer des menteurs. Je ne me fais courtiser. Alors je me suis dit, ça vient de moi. C'est moi qui ai quelque chose, peut-être la peur de m'engager dans quelque chose de sincère et de vrai, alors que c'est tout ce dont je rêve. Et en fait, non, je continue à tomber sur des menteurs, je me fais draguer, alors que, bon, je ne donne pas suite, évidemment. Je fais l'andouille, je fais celle qui n'a pas compris. Mais dans mes messages privés sur Instagram, des hommes mariés me contactent, alors que bon, je suis loin d'être... Donc ça voudrait dire que vous avez vécu d'abord des relations avec des hommes qui ne vous convenaient pas, mais qui étaient menteurs, qui étaient manipulateurs, etc. Des vrais pervers, des vrais pervers narcissiques. Oui, enfin... qui croient à leurs mensonges, des cas pathologiques, quoi. Là, d'accord. Des vrais de vrais. Donc aujourd'hui, vous repérez ces gens-là, donc vous n'y retournez pas, mais malgré tout, vous avez l'impression que c'est toujours ces hommes-là qui sont attirés par vous, mais qui quelque part vous attirent quand même, parce que sinon vous les remarqueriez pas. Je les remarque, mais je vais pas plus loin parce que c'est des hommes mariés. J'entends bien. Puis... Non mais attendez, c'est important ce que je vous dis, Cécilia. J'entends bien que vous n'y allez pas, mais j'entends quand même que vous les repérez, c'est-à-dire que quelque part, ils devraient passer à côté de vous sans même que vous les voyez. Oui. C'est vrai, vous avez raison, Brigitte. Mais étant donné que je suis sollicitée que par ça, quand même, quand j'ai une sollicitation, je fais ma petite enquête, je regarde. Ça, c'est ce que vous dites, mais c'est pas la réalité. Oui. Vous n'êtes pas sollicité que par ça. Si, c'est que des hommes mariés ou des hommes non disponibles et qui ne... Attendez, les hommes mariés sont pas forcément, sont pas tous des hommes toxiques, loin de là. Oui. Mais bon, quelque part, bon, c'est peut-être pas forcément des pervers narcissiques, mais il y a quand même beaucoup de séducteurs. Mais là, vous êtes dans une croyance, quand même. Vous pensez ? D'accord. J'ai l'impression. Écoutez, j'écoute. Écoutez, quand on se fait solliciter que par ça... après, c'est peut-être aussi certains milieux que je fréquente, la musique, la moto. C'est vrai que c'est peut-être pas les meilleurs. C'est quand même des mecs qui trompent beaucoup leurs femmes et qui laissent leurs femmes seules et un peu délaissées. Je pense que vous avez déjà une croyance que de toute façon l'homme est naturellement plus menteur. Je crois que c'est marqué dans la Bible, quelque part, dans les proverbes. Ça, vous savez, si la Bible ne disait que la vérité, ça se saurait. Oui. Non, c'est une blague. Je suis tombée là-dessus la dernière fois où il y avait marqué tous les hommes sont des menteurs. Ça m'avait fait rire. Néanmoins, je pense que quand même, alors c'est pas pour faire ma féministe et le patriarcat, mais je pense qu'on est quand même dans un système où c'est souvent les femmes
qui vont en thérapie, et les hommes, eux, ne font pas d'efforts émotionnels et préfèrent garder sur eux. Résultat, ça fait des hommes frustrés, ça fait des femmes délaissées, et on n'arrive plus à se rencontrer. J'ai l'impression que souvent les efforts sont faits plutôt du côté féminin, et que les hommes mériteraient peut-être ceux de ma génération, mais peut-être d'aller voir des thérapeutes, se faire aider pour parler, parce que on est face à des murs. Et forcément, non, mais la différence féminine et masculine est intéressante toujours à répéter. C'est-à-dire que les femmes vont se guérir en parlant, les hommes vont se guérir en agissant. Oui. Alors c'est un peu schématique ce que je suis en train de dire, mais c'est quand même vrai. Donc il faut pas croire que c'est simplement par la parole qu'on va se guérir. Ouais, alors Cécilia, pour rester il faut pas rester à bouillonner et. Oui, bien sûr. Bon, écoutez un peu Jean-Charles, il va peut-être vous aider. Oui. Même si c'est un homme. Oui, voilà. Cécilia, pour rester dans le thème de la répétition, est-ce que vous avez le sentiment qu'il y a quelque chose de votre histoire qui se répète encore? De votre enfance? Non, plus du tout maintenant, mais je remarque quand même on baigne quand même dans un système où il y a le mensonge, la manipulation qui Alors, est qui présente. dans votre famille était menteur et manipulateur? Dans ma famille... Non, il y a des non-dits, il y a des choses cachées dans le passé, dans les années 50, mais on n'est pas à ce niveau de pas la famille proche, mais la famille ancienne. Il y a eu comme dans toutes les familles beaucoup de mensonges. Non, mais on parle de votre famille là, s'il vous plaît. Revenez à vous et votre famille. Dans les grands-parents, oui, mais pas du côté des parents. Il peut y avoir effectivement des traumatismes transgénérationnels. Ah oui, tout à fait, oui. Ouais. Moi, je travaille beaucoup sur le traumatisme de la personne. Je suis moins doué pour les traumatismes transgénérationnels, mais il existe des techniques pour travailler dessus, effectivement. Oui, mais j'ai déjà fait de kinésio, j'ai travaillé sur plein de trucs. D'accord. Mais aujourd'hui, j'arrive à me dire, mais il faut que j'arrête de culpabiliser et de passer ma vie en thérapie. Peut-être que le problème ne vient pas que de moi. Je pense aussi qu'il y a une forme de système où les hommes ne font pas non plus d'efforts. Quand vous dites qu'ils agissent, c'est pas tout le temps le cas. Non, mais Cécilia, il est évident qu'il y a quelque chose chez vous qui fait que, de toute façon, vous savez, c'est comme quand on veut... je vais prendre un exemple personnel qui n'a strictement rien à voir. Mais moi, personnellement, j'ai depuis quelque temps des chiens qui s'appellent des huppets, c'est des petits lévriers. Et il y a quelques jours, j'ai une amie qui me dit « C'est incroyable, mais depuis que tu as des huppets, je vois des huppets partout. » Et je lui explique, non, tu vois pas des huppets partout, sauf que depuis que j'en ai, chaque fois qu'il y en a un, tu le repères. Oui, il y a de la méfiance. C'est vrai, vous avez raison. Donc, ce qui est important, je suis méfiante. Je suis méfiante. Ce qu'il faut que vous compreniez, c'est qu'il y a un traumatisme par rapport au fait qu'on mente, qu'on dissimule, etc., qui certainement peut-être vient de votre propre histoire familiale, et que donc vous avez mis du temps à le repérer, mais vous l'avez payé cher, mais aujourd'hui vous l'avez repéré, et donc dès que vous avez face à vous quelqu'un qui a ce schéma-là, vous le repérez. Et donc vous finissez par croire que tous les hommes ont ce schéma-là. Bon, écoutez, je ne sais pas. On va changer mes lunettes de soleil et on va essayer absolument. de voir les bons. Non, mais non, je crois pas. Vous avez raison, oui. Non, mais c'est pas les lunettes qu'il faut changer. Vous êtes d'accord avec ce que je suis tout à fait d'accord avec vous, Brigitte Lahaie. Mais ce que je veux dire, c'est retrouver le trauma d'origine pour s'en libérer. Une fois qu'on en est libéré, on n'a plus besoin de le vivre. Quand on n'a plus besoin de le vivre, automatiquement, on rencontre les gens qu'on doit rencontrer. Donc, allez peut-être travailler avec quelqu'un qui travaille sur les constellations familiales pour que vous compreniez comment, enfant, peut-être parce que vos parents n'ont pas cessé de vous répéter des choses sur vos grands-parents qui étaient des menteurs, etc. Comment tout ça s'est inscrit dans votre cerveau à tel point que ça reste votre traumatisme. Après, je me posais quand même la question. Le fait que je suis quand même bonne fille, j'ai du caractère, mais c'est vrai que je suis quelqu'un d'assez un peu naïf, qui... je suis vraiment bonne fille, je donnerai mon manteau, Et je me dis aussi que peut-être cette attitude peut attirer aussi... Bien sûr. Oui, alors des gens intéressés. Certes, mais est-ce que vous n'avez pas été bonne fille pour aider votre maman à supporter ce qu'elle supportait? Ou pour plaire à papa. Ou l'inverse, ouais. Vous voyez, c'est toujours pareil, il faut revenir à vous.
Qu'est-ce qui a fait que vous êtes bonne fille? Mais non, mais pendant des années, pendant des années, je me suis dit, mais ça vient de moi. Oui, bien sûr que ça vient de moi. De toute façon, dans les relations, on est toujours deux, donc on est co-créateur de tout ce qui nous arrive. Mais on ne peut qu'évoluer soi-même. Donc c'est ça qui est important, c'est toujours de revenir à soi. C'est pas par égoïsme, c'est juste parce que c'est en travaillant sur vous que vous allez... Mais j'arrive à un moment où je veux plus culpabiliser en me disant c'est tout le temps ma faute. Mais c'est sûrement pas de votre faute. On n'est pas en train de dire ça. Un peu le verre où c'est. Non. Il y a une raison. Il y a une raison, mais pas une faute. Hein. Mais on est quand même dans l'époque des pervers. Regardez même dans l'entreprise comment ça se passe. Il y a une lâcheté générale où on laisse faire les gens malveillants, on les laisse faire. Et je pense qu'aussi dans la société, la malveillance est permise. Cécilia, permise et valorisée. C'est vrai ce que vous dites. Actuellement, c'est compliqué. C'est fini l'époque où il y avait le patron, le bon patron, patriarche, mais dans le bon sens du terme. On a changé de société. On a changé les modèles. Et il y avait des modèles d'antan qui n'étaient pas si mauvais parce qu'il y avait avant, parfois, dans des entreprises, un vrai sens de l'entreprise au sens familial. Ça a beaucoup disparu. Donc il y a maintenant une compétition qui est très violente. Tout ça, je suis d'accord avec vous. Mais attention, essayons toujours de voir pourquoi on en est là. Et c'est ça qui est important à comprendre. Et qu'est-ce qu'on peut faire pour s'en sortir ? Alors sur un plan individuel, évidemment, parce que moi je ne travaille pas, je n'ai pas la prétention de changer la société. J'essaye tout doucement. On ne peut changer que soi-même. On est bien d'accord. On ne peut pas changer les autres. On peut pas changer le monde, on peut changer que soi-même. Oui. Mais j'arrive à un point où moi j'ai pas envie de relationner. Et je pense que je suis pas la seule de femme qui ne veut plus relationner, qui veut se consacrer à elle. Moi j'avoue que Mais pourquoi pas Mais pourquoi pas? Moi, je suis très heureuse comme ça aussi. Hein. Quand vous entrez en relation, vous n'arrêtez pas de vous occuper de vous-même. Moi, j'ai fait l'erreur. Quand on a une famille, j'ai fait l'erreur de m'oublier. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est. On n'a pas à s'oublier soi-même, jamais. Oui. Ok. Bien. Eh ben, écoutez, merci, Cécilia. Sur ces sages paroles, je vous souhaite une bonne soirée. Merci beaucoup, et à Cécilia. bientôt. Au revoir. Au revoir. On fait une petite pause. On se retrouve dans un instant. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Et nous sommes toujours avec Jean-Charles Bouchou qui est avec nous, psychothérapeute. On parle des répétitions dans notre vie affective. On va donner la parole à Lisa, mais avant d'écouter Lisa, je vous signale qu'on sera lundi avec Franck Martin et on va essayer de comprendre en quoi les crises et les conflits dans un couple peuvent être bénéfiques. Et vous verrez, Franck Martin, c'est quelqu'un de toujours très positif et ce sera certainement très intéressant. Mais pour l'instant, on revient avec Lisa, je crois que vous avez aussi eu des relations toxiques à reprise. Hein. Bonjour Lisa. Oui, bonjour Brigitte, bonjour Jean-Charles. Effectivement, bonjour Lisa. Oui. Ma vie est une succession de rebondissements, mais toujours, on tourne toujours dans la manipulation. Oui, tout à fait. Alors, je peux planter le décor. Je suis issue d'une famille dysfonctionnelle où déjà les codes donc étaient faussés. Une mère perverse narcissique, un père immature. Depuis peu, je me suis rendu compte que ma jeune sœur est une perverse narcissique aussi. Enfin bon, voilà. Et du coup, j'ai été parentifiée très tôt. Et suite à une déception amoureuse, je me suis lancée à fond dans une relation amoureuse avec quelqu'un qui s'est révélé être un gros manipulateur. L'histoire a duré 20 ans. J'étais sous emprise, il m'a isolée. Au moment du divorce qui s'est passé avec pertes et fracas, il a utilisé les enfants comme des otages. Enfin bon, un truc terrible. Terrible. Pour moi, ça a été difficile parce que en fait, j'ai été dans le déni jusqu'à la fin. Et puis jusqu'où je me suis rendu compte où il fallait partir quoi. Hein, c'était plus possible. Donc c'est vous qui êtes parti. Hein. Oui, sur on va dire un gros coup de poing qui m'a fait comprendre qu'il était temps de partir. Oui. Voilà. Pour sauver votre peau. Oui. Et du coup, voilà. Alors après, le temps a passé. Et donc là, vu ce que vous racontez, vu la difficulté de divorcer, tout ça, on peut en effet penser que vous étiez vraiment avec un pervers narcissique, en effet. Un psychopathe. Ah, oui. Un psychopathe, parce que logiquement, un pervers narcissique passe pas à l'acte physiquement. C'est vrai. Parce que lui, ce qu'il veut, c'est briller. Donc ça va être des insinuations, ça va être des petits sourires narquois. Un pervers narcissique peut même être
extrêmement sympathique d'un bout à l'autre. Ça, on l'a pas évoqué. Ça, je l'évoque beaucoup dans les violences invisibles, où je donne l'exemple d'une directrice dans une entreprise qui est toujours souriante et qui dit à ses salariés « J'ai confiance en vous et je vais vous donner une mission ». Et elle donne une mission que les gens n'ont pas la possibilité de réussir parce qu'ils n'en ont pas le temps, ils n'en ont pas la formation, enfin, ou ils n'en ont pas le matériel qu'il faut. Et au bout d'une semaine ou deux, elle dit « Oh, vous n'y êtes pas arrivé. Comme Bon, c'est pas grave. » Oui. Et vous faites vivre ça une fois, deux fois, trois fois à une personne, mais elle fait une dépression nerveuse. Oui. Et c'est une violence invisible et qui peut être faite avec le sourire, d'un bout à l'autre. Tout à fait, mais vous avez raison parce que, on va dire, à l'extérieur, c'était le monsieur très charmant. Voilà. Et puis, à l'intérieur, c'était le tyran domestique, quoi. Bien sûr. Alors, bon, quand c'était moi qui prenais encore, ça allait, mais ce qui m'a ouvert les yeux, c'est quand j'ai vu que les enfants étaient victimes aussi. Donc là, ça... Mais étant sous emprise, c'est très, très difficile. Bien sûr, et puis vous en sortez totalement abîmé, évidemment. Et ensuite, vous êtes revenu avec un autre homme toxique. Après, j'ai essayé de refaire ma vie quand même, en me disant, bon, ce ne sont pas tous les mêmes. Et puis je suis tombée là sur un passif agressif. Alors là, c'était les remarques déplacées, les critiques, les jugements. Alors ça, c'est plus pervers narcissique, ça. Ah oui. Et puis le monsieur qui se met à bouder, on ne sait pas pourquoi. Alors on lui dit, j'ai fait quelque chose qui ne va pas. Non. Tu vas bien? Oui, mais bon. Et puis qui s'arrête de parler. Enfin bon, alors voilà, il y a eu ça. Il y en a eu un autre après. Alors lui, ça a été le monsieur, il fait ma rencontre de suite. Pour lui, c'est le coup de foudre. Pas pour moi. Mais bon, petit à petit, je me suis rendu compte que c'était un monsieur très séducteur, très très flatteur avec moi, tout ça, très très bien, jusqu'au jour où je reçois un SMS, je veux pas quitter ma maison, je veux pas quitter mon boulot, donc on arrête là. Alors là c'est la grosse violence aussi, quoi, parce que c'est très dur, hein. Vous prenez ça en pleine tête, vous voyez, pendant 15 jours, j'avais plus envie de manger, moi qui suis une bonne vivante, même le chocolat ne me faisait plus envie, donc voilà. Vraiment quelque chose de très difficile. Vous voyez, il n'y a pas besoin d'utiliser les pubs qu'on voit à la télé là pour maigrir. Vous avez une bonne déception. Ah oui, un chagrin d'amour, ça fait mal. C'est terrible, hein. Ah oui. En 15 jours, 3 semaines, j'ai perdu 3 kilos, quoi. Voilà. Donc. Et aujourd'hui, vous en êtes où alors? Vous avez travaillé un peu? Ça fait des années que tout ça est derrière moi. J'ai fini par comprendre que j'avais affaire à des gens qui étaient un petit peu spéciaux, que moi, je n'avais plus à me perdre dans l'autre. Oui. Donc j'ai fait un travail sur moi, j'ai fait de l'EMDR, j'ai fait des constellations familiales, beaucoup de choses, et puis je crois beaucoup à toutes les techniques du développement perso, de la sophro, parce que je suis une grande anxieuse, parce que bon, les manipulateurs savent aussi repérer les gens avec des failles. Avec des failles, mais avec aussi beaucoup de qualités. Hein. C'est vos qualités qui l'ont attiré vers vous. Merci beaucoup. Oui, je me rends compte parce que en fait, j'en ai eu dans ma vie amoureuse, mais aussi dans ma vie au niveau du travail, au niveau des relations en amitié. Donc, alors moi, je me remonte bien. J'ai appris à m'aimer déjà, ce qui est beaucoup. Je vis pour moi, mais c'est vrai que maintenant, je sens que je pourrais être prête pour une nouvelle relation, mais avec certaines distances, quoi. Ne plus être vraiment à être vraiment dépendant de l'autre, parce que je me suis rendu compte que je suis devenue une dépendante affective, donc je travaille là-dessus. Vous étiez certainement très dans le besoin d'être aimé. Oui, avec un besoin de reconnaissance. Ah, tout à fait. Vous savez, et c'est là où on nous tient, c'est dans ce besoin de reconnaissance. Oui, parce que je vais vous dire, j'ai mis 50 ans à comprendre comment était ma mère. Ma petite sœur et moi, on a été élevés dans la haine du père, alors que le père, le pauvre, il y est pour rien. Et quand vous voyez ça, je vous dis, tout est faussé. Donc après, vous savez plus. Est-ce que rencontrer des hommes négatifs, c'est pas donner raison à maman et la protéger quelque part? Elle avait raison. Les hommes sont tous des salauds. La preuve. C'est ça. Oui, aussi. Oui, vous avez raison. Oui. Exactement. Oui, parce donc il va falloir trahir maman en rencontrant quelqu'un de bien. Oui,
Sauf que, je vous dis, au début, bon, moi, les Oui, mais relations, sauf que le la personne avait premier l'air bien au amour, début. c'est maman, et donc on choisit un modèle comme J'ai maman. carrément épousé maman, hein, parce que le père de mes enfants, c'est maman Oui, version... mais voilà. ce que dit Jean-Charles Bouchou est intéressant aussi, parce que c'est les deux choses qu'il faut travailler pour se libérer de tout ça. Tout à fait, oui. Accepter de décevoir maman. Ah, Et ça passe par ce que je disais tout à l'heure, on y revient, et j'y reviens en boucle, excusez-moi, se désidéaliser soi-même après avoir désidéalisé ses parents. Oui. Évidemment, désidéaliser la personne qu'on rencontre, qui est sûrement quelqu'un de charmant, agréable, mais qui doit avoir ses défauts aussi. Oui, tout à fait. Ah Ouais, oui. ouais. Ben, vous voyez, là, on sort de l'été et suite à une émission avec Brigitte, justement, je m'étais fait un petit papier avec les défauts que je suis prête à supporter. Quand on aime quelqu'un, ses défauts nous font sourire. C'est Oui. ça, absolument. Et quand on n'aime pas quelqu'un, ses défauts nous insupportent. Et Tout les à défauts, et une chose intéressante aussi, les défauts les plus insupportables chez les autres sont souvent ceux qu'on a refoulés nous-mêmes. Oui, c'est Hein? vrai, vous avez raison. Ouais. Oui. Mais bon, voilà. Donc, vous voyez, maintenant, ben, comme qui dirait, j'ai dépassé la forêt. Bah, bien. C'est bien, hein? Voilà, en faisant des techniques, en écoutant les émissions de Brigitte, en étant, en étant curieuse de lecture. Mais vous savez, Lisa, la plus belle aventure de la vie, c'est sa rencontre avec soi-même, au fond. Oui. Et une fois qu'on a compris ça, ben, on avance tranquillement, on traverse la forêt, et puis au moins on a l'impression que notre vie a du sens. Se rencontrer soi-même, c'est rencontrer Dieu et l'univers. Exactement, Tout à fait, exactement. Oui. Puis C'était écrit à Delphes. j'ai compris que toutes ces expériences aussi, c'était pour une mission de vie. Je me rapproche C'est d'abord pour un nettoyage. C'est-à-dire que votre organisme vous fait revivre les mêmes scènes en espérant que vous allez enfin vivre vos traumas. Mais le fait est qu'on ne les vit pas, on les refoule à chaque fois et on les augmente. Ouais, c'est ça. Oui. Donc les revivre sensoriellement. Mais parce qu'il n'y a pas beaucoup d'endroits où on explique ça, Jean-Charles Bouchou. Donc merci d'être avec nous aujourd'hui. Venez faire le stage Rebirth du mois de novembre. Oui. Eh bien, écoutez, je me pose la question si pourquoi pas. Oui. Vous êtes dans quelle région? Encore ces jours-ci, parce qu'il n'y a pas longtemps, j'ai vu un petit post que vous avez mis sur Internet. J'y pensais quand j'étais il y a quelques jours en train d'être dans l'eau de mer, la belle bleue. Oui. Et je me disais, voilà, je suis comme en apesanteur dans le ventre, dans le liquide amniotique de ma maman. Et justement, par rapport à ça, il y a tout un tas de trucs qui sont venus. Oui. Eh bien, écoutez, c'est dans la région de Montpellier, c'est du 14 au 17 novembre. Je suis pas loin, je suis dans le Roussillon. Eh ben alors, à Perpignan, là-bas? Comment? À Narbonne? Plus loin, vers Perpignan. Perpignan. Eh ben voilà. Merci Lisa, en tout cas. Merci à vous. Petite devinette avant les infos. Quelles sont les 10 meilleures années d'une femme? Jean-Charles Bouchou, on attend la réponse tout de suite après les infos, puis on continue à vous donner la parole sur Sud Radio. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Et nous continuons à répéter durant cette deuxième heure, Jean-Charles Bouchou, avec vous. Merci de ce sujet, justement de ces phénomènes de répétition, parce que ça permet de comprendre que si on répète, c'est peut-être intéressant. Oui. Ça nous oblige à travailler sur nous-mêmes, ça nous oblige à trouver quelle est l'origine du problème à l'intérieur de nous, et surtout, ça nous permet de nous purifier. De nettoyer. Alors, si vous avez envie de réagir, vous pouvez nous appeler au 0826 300 300. Vous pouvez également nous envoyer un SMS, Brigitte 7 20 18. Et je rappelle que vous faites une conférence le 3 octobre et le 18... Où ça, le 3 octobre? Je ne sais plus. À Marcillargues, dans l'Hérault, à côté de Lunel. Voilà, et le 18 octobre à Périgueux. Et vous pouvez également aller assister à cet atelier Rebirth qui se tiendra dans la région de Montpellier du 14 au 17 novembre. Oui, excellent pour faire revenir les traumas et les purifier et puis passer à autre chose. Voilà, exactement. Alors, avant de donner la parole à Sophie qui est avec nous et qui va nous raconter les malheurs de Sophie, quelles sont les 10 meilleures années d'une femme? Alors, hier, vous m'avez dit que c'était ici et maintenant qu'il n'existait rien d'autre. Ah, c'est joli, oui, alors oui. Entre 30 et 35 ans. C'est n'importe quoi. J'ai l'impression. C'est n'importe quoi. Bonjour Sophie. Oui, bonjour Brigitte, bonjour Jean-Charles. Bonjour Sophie. Merci d'être avec nous Sophie, on vous écoute. Merci à vous. Alors, vous avez aussi vécu plusieurs relations qui n'étaient pas bonnes? Oui, j'ai eu un petit mix. J'ai eu aussi des hommes bien et aussi des hommes moins bien.
Je dirais qu'effectivement, je pense être aussi, j'ai ma part de responsabilité dans la mesure où je pense être aussi attirée par ce type d'homme. Parce que, effectivement, il y a l'ascenseur émotionnel. Ils sont généralement très charmants. Donc forcément, un séducteur, il est forcément séduisant, hein, sinon il a aucune chance. Hein. Oui. C'est comme un escroc qui serait pas gentil. C'est ça. C'est ça. Donc c'est déjà une facilité pour eux pour avoir leur proie, si je puis dire. Oui, alors après, attention, hein, parce que on peut être un séducteur parce que tout simplement on a envie d'avoir une relation sexuelle avec une femme. C'est pas pour autant qu'on est quelqu'un de pervers. Hein. Surtout si on le dit, quoi. Oui. Hein, on dit, moi je suis un amoureux, j'aime la vie, je suis pas forcément envie de me mettre en couple. On a le droit de dire ça. Hein. Oui, bien sûr. Bon, après, dans la relation, on se rend compte que la personne est contrôlante, ça, c'est autre chose. Impulsive, colérique. Voilà. Bon, moi, j'ai eu ce genre de problème, en fait, si je puis dire. Voilà. Donc. Mais est-ce que au moment de la rencontre, vous rencontrez ces hommes, donc, et vous voyez bien qu'ils sont pas très équilibrés, ou en tout cas, parce qu'il peut y avoir aussi cette envie de les sauver, ou en tout cas un peu de, voyez. Et puis il y a une chose qu'on n'a pas encore dite, et on ne l'avait pas dit hier non plus. Le pervers narcissique utilise des mécanismes de défense de la toute petite enfance. C'est un gamin, c'est un enfant de 2 ans. Et vous avez des personnes, et notamment souvent des femmes, qui sentent le côté enfant chez lui, et elles deviennent maternantes, pour ne pas dire sauveurs. Dans certains cas. Et c'est un des liens qu'on peut avoir au pervers narcissique. C'est très intéressant, c'est très important de le voir comme un enfant. Alors, vous voyez, ce que vous êtes en train de me dire, c'est que quand moi, par exemple, j'ai rencontré cet homme lors de ma dernière relation, c'était vraiment l'homme alpha, je dirais. Et en fin de compte, aujourd'hui, avec le recul de cette relation, je m'aperçois qu'en fait, c'est un enfant. Oui, mais soyons clairs, on critique énormément les hommes aujourd'hui, mais les hommes qui sont matures, qui sont des hommes, hein, qui se sont construits, c'est des hommes bien, quoi. Je veux dire, quand un homme est colérique quelque part, c'est qu'il est encore immature, sinon il n'a pas besoin de pousser une colère, enfin. Il se comporte en enfant et vous vous comportez en parent, en bonne maman. En fait, je sentais qu'il avait besoin de beaucoup d'attention. En fait, moi, je ne suis pas une maman à la base, mais je suis une femme, je suis pas une maman pour un homme. Mais en fait, dans cette relation, je me suis laissée un peu entraîner parce qu'il demandait beaucoup d'attention. Il fallait être beaucoup présente. Et en fin de compte, je me suis aperçue qu'il m'aspirait. Donc oui, mais vous savez, Sophie, merci d'arriver sur ce point-là, parce qu'il faut quand même rappeler que, en effet, beaucoup d'hommes vont avoir envie qu'on s'occupe d'eux, et beaucoup de femmes vont avoir tendance à se sacrifier. On a aussi alors après, est-ce que c'est inné, est-ce que c'est acquis? Moi, je m'en fous. Toujours est-il que je remarque ça, c'est qu'il y a beaucoup plus de femmes qui vont se sentir obligées de s'occuper de l'autre, et beaucoup d'hommes qui profitent de ce côté un peu sacrificiel des femmes. De certaines femmes. Mais si je me positionne en enfant, naturellement, la personne qui est en face de moi risque de se positionner en parent. Mais bien sûr. Si je me positionne en parent, qu'est-ce que tu fais, d'où tu viens, vous voyez, l'autre va naturellement se positionner en enfant. L'idée, c'est de devenir adulte. Hier, une personne avait dit, je cherche quelqu'un qui va prendre soin de moi et me sécuriser. Et je lui avais dit, vous cherchez donc un père. L'idée, c'est de rencontrer un adulte et d'avoir une relation d'adulte à adulte. Et là, on sort de la perversion narcissique. On est bien d'accord. Ouais. Mais au départ, c'est pas ce qu'on nous vend au départ. C'est au fur et à mesure de la relation qu'on se rend compte de certaines choses. Alors effectivement, au bout déjà de quelques semaines, il y a des alertes. Oui, mais c'est en ça qu'on travaille sur ce sujet de répétition. Plus on est adulte soi-même, moins on va se laisser influencer et moins on va tomber dans le panneau de l'autre. Oui.
Oui, oui. Non, mais je pense que d'ailleurs, pour ma part, ça s'est terminé parce que j'ai pas été assez docile. J'ai pas été assez obéissante. Voilà, parce que j'ai quand même vu clair, même si Vous avez vécu combien de temps avec lui? J'ai pas vécu avec lui, mais c'est une relation d'1 an et demi. C'est pas énorme. Oui, 1 an et demi, c'est pas énorme. Le temps de comprendre à qui on a affaire, le temps de prendre ses dispositions, c'est pas énorme, oui, non? Voilà, mais je me rendais bien compte que ça n'allait pas durer dans le temps. Oui, dès le début, vous avez eu quand même des petites choses oui, qui oui, vous c'est ce que faisaient... je disais, on a des alertes. Moi, j'ai des alertes. Bien sûr, bien sûr. Je les mets au coin de mon bureau et parce que j'ai envie de vivre cette histoire. Et donc puis attendez, on a le droit, Sophie, on a le droit de se dire, bon, je vais quand même vivre cette histoire, même si je sens bien que ça n'ira pas très loin. Voilà. Parce que après tout, si on attend la personne qui nous convient alors parfaitement... il faut le faire en connaissance de cause, et à partir du moment où on a les yeux ouverts et le cœur ouvert, on n'est plus jamais victime. On sait qu'on est avec quelqu'un de dysfonctionnel, mais on se dit, tiens, j'ai passé de bons petits moments. Absolument. Oui, c'est vrai, mais moi j'en attendais quand même autre chose. Et voilà. Effectivement, vous avez raison quand on dit qu'on se dit, oui, il va peut-être changer, peut-être qu'avec moi ça sera différent. Ça, on se raconte des histoires. Là. Ouais. Oui. Voilà, vous savez, si vous êtes avec quelqu'un et que vous attendez que l'autre change, vous envoyez le message aussi, je ne t'aime pas. Je t'aimerais si tu étais autrement, c'est-à-dire si tu étais un autre, en clair. C'est très étrange de vouloir changer son compagnon ou sa compagne. Je trouve ça bizarre. Ou vous l'accueillez tel qu'il est, ou vous passez votre chemin. Qu'il s'améliore ou qu'il se rende compte de certains dysfonctionnements, mais visiblement non. Mais même quand j'essayais de lui faire comprendre que ça dysfonctionnait. Non, mais Sophie, ce qu'il faut se dire quand on rencontre quelqu'un, bon, au début, de toute façon, on connaît pas trop, hein, et dès qu'on a en effet, comme vous dites, des alertes, soit on se dit, c'est pas grave, je prends ce qu'il m'apporte et puis j'accepte ce qui va pas, et puis le jour où j'en aurai marre, j'arrêterai. Et ça, il y a pas de problème à ça, on a le droit. Sinon, en effet, on peut rester longtemps, parfois sans personne. Mais si on espère qu'il change, ou si on essaye de le faire changer, quelque part, non, c'est pas possible. Oui, je sais bien. Et puis on envoie le signal, je ne t'aime pas tel que tu es. Je ne t'aime pas. Oui, non, mais c'est sûr. Bon, après, voilà. Et puis en plus, il n'y a rien de tel pour que l'autre ne change pas si on lui dit il faudrait que tu changes. Ah bah oui. Plus on va lui dire qu'il faut qu'il change, plus il va s'accrocher à son défaut. Oh non, lui me demandait de changer parce qu'il fallait que je sois comme lui le souhaitait. Mais moi, je ne lui demandais pas de changer, mais juste de s'améliorer ou de se rendre compte qu'il y avait des choses qui dysfonctionnaient, qui n'étaient pas équilibrées dans la relation. Donc je lui en parlais, mais... Je pense que voilà, il ne voyait que, il était très centré sur lui, donc il ne voyait que ses propres besoins et les miens étaient minimisés. Donc j'ai essayé de lui en parler, de lui faire comprendre. Non, mais on a le droit d'exprimer ses besoins à l'autre. Ça, je suis d'accord. Mais s'il ne veut pas ou s'il ne peut pas, il faut savoir si soit on reste et on accepte, soit on arrête. Et oui, c'est notre liberté, elle s'arrête là. Hein. Oui, non, mais c'est sûr. Bon, la relation s'est terminée parce que 15 jours après, il a trouvé quelqu'un d'autre. Hein. Voilà, c'est quelqu'un qui, je pense, peut pas rester seul. Écoutez, peut-être que ça ira très bien, parce que vous savez, quelqu'un qui ne nous convient pas peut convenir à quelqu'un d'autre. Hein. Après tout, c'est toute la difficulté. Vous étiez dans une répétition, Sophie, et c'est ça qui nous intéresse. Mais lui, il est vraisemblable que lui aussi, il est dans sa répétition. Il est dans sa répétition. Mais évidemment. Donc il va recommencer exactement le même type d'histoire. Vous, Sophie, ce que vous avez intérêt à retrouver, c'est quel est le trauma d'origine qui veut se dire au travers des rencontres que vous faites et qui se ressemblent tellement. Alors moi, je pense avoir mis un petit peu le doigt dessus. Je pense que parce que j'avais un papa qui était présent physiquement, mais absent dans son rôle. Bien sûr. Absent aussi affectivement. Je pense que c'est pas qu'il ne voulait pas donner de l'amour, c'est qu'il n'y arrivait pas. Bien sûr. Et je pense que c'est une partie au moins qui est liée à ça. Alors non pas que je cherche un papa, parce que je crois pas que je sois dans cette recherche, mais je pense que ça a impacté ma relation aux hommes. Ça veut dire qu'on peut pas compter sur un homme.
Jamais. Hein, c'est bien connu. Voilà. Sauf les comptables. Voilà la réponse qu'on peut vous donner, Sophie. Vous en ferez ce que alors vous faut voulez. chercher un comptable. Voilà, c'est ça. Ou un plombier, c'est pratique. Ça calmera déjà toutes les fuites. Mais voilà. Merci Sophie, en tout cas. Allez, au moins ça, quoi. on fait une petite pause et on se retrouve dans un instant avec notre rubrique C'est maintenant. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Jean-Charles Bouchou, c'est maintenant que Diane va nous parler de cette phrase qui la marque encore aujourd'hui et peut-être qu'on va pouvoir vous aider un tout petit peu. Bonjour Diane. Bonjour Brigitte, bonjour Jean-Charles. Bonjour Diane. Bonjour. Oui, moi j'ai une phrase, en fait j'ai ma mère qui est décédée il y a bientôt 5 ans, puisque c'était en 2020. Mm-hmm. Et c'était une femme qui avait beaucoup de poigne, une femme... forte tête. Une forte tête. Et en fait, elle m'a toujours dit, mais tu sais ma chérie, toujours très sympathique, tu sais ma chérie, je pense que tu ne devrais pas être entrepreneur, tu ne devrais pas être à ton compte, tu n'y arriveras jamais, ta sœur est faite pour ça, mais toi pas du tout, il faut que tu restes salarié. Ouais. Sauf que à l'époque, j'étais déjà plus salariée, j'étais déjà à mon compte. Donc vous étiez déjà adulte quand elle vous dit ça, hein? Ah oui, c'était il n'y a pas si longtemps que ça, hein. Oui, pas très longtemps avant non mais... Oui, j'étais déjà adulte et c'est quelque chose qu'elle m'a répété longuement. Ce que je trouve intéressant, Jean-Charles Bouchou, c'est déjà la formule. Ma chérie... Oui, il y a un paradoxe. Vous êtes d'accord? Ma chérie, tu es incapable. Et c'est ça qui est redoutable. Hein. Il y a un clivage déjà entre les deux sœurs. Il y en a une qui est là pour réussir, l'autre qui est là pour échouer. Et puis en plus, dans la formulation, il y a encore de nouveau un clivage, donc un paradoxe. Et vous avez échoué? Alors, ça a été compliqué. Ouais, mais c'est normal. Hein. Je l'ai vraiment travaillé. J'ai fait beaucoup de formations sur le mindset. Ouais. J'ai vu beaucoup de psys qui m'ont expliqué que je suivais pas le diktat de ma mère. Ouais. Il y a un lien de loyauté qu'il faut rompre, puisque maman veut pas que je réussisse et moi je veux réussir. Donc il faut rompre ce lien de loyauté. Ouais, c'est un programme qui a été installé, il faut déprogrammer. Dégager. C'est ça, et c'était compliqué. Aujourd'hui, j'ai ouvert ma propre agence immobilière. Donc ça a été bien. Je l'ai ouverte en début d'année et c'est quand même revenu en boomerang. Je me suis dit, mince, et si aujourd'hui je n'en étais pas capable? Ouais. Alors moi, Diane, je vous proposerais d'envoyer une lettre à votre maman, puisqu'elle est là-haut. On sait très bien que le courrier là-haut, ça fonctionne très très bien. En lui disant, maman, je te demande pardon de réussir. Oui, très bien. Vous voyez le sens de la phrase. Vous lui renvoyez son paradoxe. Ouais. Ou vous pouvez même dire, maman chérie, je te demande pardon de réussir. Et si vous le faites vraiment avec une conviction personnelle, je vous assure que ça va avoir un effet placebo qui va détruire l'effet nocebo qu'elle vous a mis dans le crâne. C'est fort probable. Alors que, étonnamment, maintenant qu'elle est en haut, pour le coup, je la ressens beaucoup. Enfin, je la ressens très très fort. Alors qu'on était très proches aussi. Enfin, on était très proches aussi de son vivant, mais aujourd'hui, je la ressens très forte. Et je sens qu'en plus, elle est fière de moi. Mais vous savez, Diane, me l'ait pas dit de son vivant. Vous savez, Diane, on n'entend pas une mère très toxique. On entend juste une mère qui a projeté sur vous quelque chose qui était peut-être son mauvais karma ou je ne sais quoi. Ça, c'est son angoisse personnelle. J'ai peur d'échouer. Vous voyez, et peut-être qu'elle a vu chez vous peut-être quelque chose de plus de différent de votre sœur et qu'elle a eu peur pour vous et qu'elle a voulu vous prévenir. Vous voyez, c'était peut-être pas par une mauvaise intention. Je suis pas sûr qu'elle ait vu quelque chose de vous, mais elle a projeté dans vous quelque chose qu'elle avait à l'intérieur, c'est-à-dire une faille. Vous voyez. Et elle dit voilà, moi j'ai des défauts et des qualités, je vais attribuer les qualités à l'une et les défauts à l'autre. C'est fort probable. Alors que c'est vrai que ma sœur lui ressemble beaucoup et c'est plutôt drôle. Mais en fait, c'était parce qu'elle avait peur que je ne gère pas l'argent, puisque j'ai eu des problèmes d'argent, etc. Donc ça partait quand même d'un fait. Mais ça n'a pas aidé, entre guillemets, parce que ça, elle me l'a dit il y a longtemps et ça fait longtemps que je suis à mon compte.
Et donc, ça n'a pas aidé ma facilité de me dire, oui, ok, Mais, aujourd'hui, attendez, j'ai le droit de le faire. Attendez, c'est toxique ce qu'elle vous a dit. On est d'accord là-dessus. Hein. Je suis pas en train d'excuser le fait qu'elle vous l'ait dit. Je suis juste en train de dire que peut-être aussi, si vous arrivez à mieux comprendre son raisonnement à elle, ça va vous libérer aussi. C'est vrai. Non, mais alors c'est vrai que c'était une peur de ne pas. Elle avait peur pour moi que j'y arrive pas, mais c'était très toxique la façon dont c'est fait, etc. Enfin, même ma sœur qui du coup, au contraire, elle, où ma mère lui disait, il faut que tu sois à ton compte. Elle a jamais voulu, jusqu'au décès de ma mère, où 6 mois après, elle a vrillé et elle a ouvert sa boîte. Et donc je lui ai dit, mais c'est normal que t'aies pas. Que t'aies ça. T'avais une telle pression de toi y arriver et que moi j'avais la telle pression de ne pas y arriver que du coup aujourd'hui on y arrive toutes les deux. Hein. On est chef d'entreprise toutes les deux, tout va bien, mais ça a été très compliqué. Ça a été un vrai fardeau. Il a fallu que je travaille tant pour elle que pour moi. Mais moi en tout cas, il a fallu que je travaille pour moi, ça c'est sûr. Et en même temps, si vous y arrivez toutes les deux, c'est quand même, vous avez eu suffisamment d'amour et de sécurité dans votre enfance pour que vous puissiez y arriver. Parce donc, que les parents peuvent être paradoxaux et donner de l'amour aussi en même temps. Exactement. En même temps qu'ils projettent leurs insécurités. Mais il faut bien comprendre que ce sont leurs insécurités à eux, c'est pas les nôtres. Ouais. Moi, ma grand-mère qui avait connu la guerre, elle me disait, il faut que tu sois fonctionnaire. Mais ça lui répondait parfaitement à sa problématique de sécurité, parce qu'elle n'avait pas connu de sécurité quand elle était enfant. Bien sûr. Évidemment, je me suis bien gardé parce que ça ne m'intéressait pas d'être fonctionnaire. Et j'ai vécu ma vie, quoi. Donc ce qu'elle projetait, c'était son insécurité à elle. Oui, bien sûr. Ouais. Je comprends, je le note et je vais lui faire une petite lettre. Et ce qui est intéressant, oui, je pense que ça peut vous faire du bien. Et ce qui est intéressant, parce que vous avez l'air d'avoir une bonne relation avec votre sœur, c'est intéressant de comprendre que parfois aussi un parent va se cliver dans les deux. Elle avait 2 filles et puis il y en avait une qui prenait une part et l'autre qui prend l'autre part. Clivage et projection. Oui, et pour autant, elle lui disait des choses qui étaient dures aussi, de comparaison. Ça a été, ma sœur, elle a souffert pensant être le second choix, alors que pas du tout. Et c'est quelque chose qui nous a bien suivis et poursuivis. Et là, on a fait un gros travail, l'une comme l'autre. Hein. Ben c'est bien, mais remarquez, c'est aussi parce qu'on a nos parents n'ont pas été parfaits qu'on avance sur soi aussi. Hein. Bien sûr, ça nous vous imaginez si on avait eu des parents parfaits, on se sentirait nul. Hein. Tandis que là, on peut se sentir bien. Et puis c'est parce qu'ils n'étaient pas parfaits qu'on peut les désidéaliser. Aussi, regardez ces enfants de stars, les enfants d'une grande star qui passe à la télé tout le temps, qui est très connue. Il y en a beaucoup qui vont mal. Hein. Ils vont presque tous mal. Hein. Voilà. Et comment désidéaliser papa qui est une grande star Bien sûr. Donc finalement, c'est pareil, hein, quand on est fils de quelqu'un qui s'est fait tout seul, c'est rare qu'on réussisse mieux. En général, on dilapide la réussite du père. Hein. Bien sûr. Donc, au fond. Hein. Et votre père, ça va? Il était solide, Diane? Oui, mon père était solide. Alors mon père, c'était autre chose, c'est-à-dire que lui, il a été aussi, ils étaient tous, ils étaient chefs d'entreprise tous les deux, mes parents, et mon père est monté très très haut. On a vécu dans des très très beaux lieux, etc. Et un jour, il est complètement tombé. Et c'est-à-dire que moi, du coup, j'ai associé aussi la réussite à l'échec. Donc ça aussi, il a fait que je travaille. Ah oui, mais regardez, votre mère, elle avait peut-être peur aussi que vous échouiez si son mari a échoué. Comme mon père, c'est ça. Donc tout ça s'explique. Hein. Oui. Et puis ma mère, elle était pied noir. Donc elle a vécu le départ de l'Algérie, etc. Donc il y avait des choses de sécurité, de choses comme ça. Bien sûr. Voilà, donc il y a pas mal de choses. Après, dans la famille, on est quand même tous entrepreneurs. Il y a pas... On est quasiment tous dans le commerce, etc. Donc c'est quelque chose, entre guillemets, assez facile pour nous. C'est génétique. Voilà, mais surtout on a des exemples de réussite. Bien sûr. Non, je plaisante quand je dis c'est génétique, hein, bien sûr. Oui. Mais c'est des modèles, bien sûr. C'est ça. Mais ça n'empêche qu'on a quand même des choses qui sont marquées, ancrées
comme effectivement la guerre ou des choses comme ça. Ou moi, pour ma part, je n'ai évidemment pas connu la guerre, mais mon père qui montait très très haut est descendu très bas, qui s'est interdit en plus de réussir. Donc j'avais mon père qui s'est interdit de réussir en se disant voilà. Et donc du coup j'avais ce petit modèle là, et ma mère qui me disait oui mais ma chérie, franchement tu devrais pas le faire. Eh ben merci en tout cas de nous avoir partagé ce moment, c'est maintenant. Merci beaucoup Diane, et puis écoutez, prenez votre beau stylo et puis écrivez-lui. On fait une petite pause et on revient sur les schémas de répétition avec Jean-Charles Bouchou qui est avec nous. Brigitte Lahaie, Sud Radio, le sexe au conseil. Alors, Jean-Charles Bouchou, pourquoi certains hommes zappent les préliminaires ? J'ai eu envie de faire ce love conseil parce que ce sexo conseil, pardon, parce que bien sûr, il y a des hommes qui sont très égoïstes et qui s'occupent que de leur propre plaisir. Donc ceux-là, on peut pas faire grand-chose pour eux. Et c'est pas spécialement de ça dont je vais parler. Oui, bien sûr, Jean-Charles Bouchou, allez-y. Parce que les hommes sont pas concernés par les préliminaires ? Les préliminaires, oui, pardon. Parce que, comme je vous entends, c'est les femmes qui veulent les préliminaires et les hommes n'en veulent pas. Non, mais je ne suis pas à charge des hommes, donc oui, rassurez-vous. Les préliminaires, c'est pas fait pour les femmes, hein. Les préliminaires, c'est aussi fait pour les hommes. Non, mais rassurez-vous, je ne suis pas... Donc, l'homme qui ne fait pas de préliminaires, il se tire une balle dans le pied, en fait. Oui, mais je ne vais pas attaquer les hommes, je vais juste expliquer notamment aux femmes, que parfois, si l'homme zappe les préliminaires, c'est peut-être parce qu'il faut mieux le comprendre et l'aider, parce qu'en effet, je suis d'accord avec vous, les préliminaires, c'est bien pour les deux. Voilà. On est tout à fait d'accord avec ça, il n'y a pas de problème. Bon, bref, donc en tout cas, ceux qui sont trop égoïstes et qui n'ont qu'une envie, c'est vous sauter... oui, mais ils ne sont pas égoïstes, ils sont cons. Ou cons, si vous préférez. Oui, bref, on peut pas faire grand-chose pour eux, et à mon avis, ils n'écoutent pas l'émission. Donc, voilà. En revanche, il y a d'autres raisons qu'il faut prendre en compte, et ça, on peut améliorer, et c'est pour ça. Alors d'abord, il y a la peur de ne pas réussir à maintenir son érection. Donc ces hommes-là, ils ont une érection et ils vont droit au but parce qu'ils sont vraiment dans l'angoisse de perdre leur érection. Et alors que si l'érection diminue, c'est pas grave. Hein, justement, les préliminaires sont faits pour que l'érection reprenne toute sa place. Hein, on est bien d'accord. Donc il faut juste accepter de les rassurer, de prendre un peu de temps. Il y a une autre raison, c'est la peur de mal faire, parce qu'aujourd'hui, on a tellement mis en avant le clitoris, et c'est très bien, hein, encore une fois, il faut faire attention à ce qu'on dit maintenant, et donc ils se disent de toute façon je ne vais pas savoir, et ils préfèrent zapper, hein, donc il faut aussi les aider. Il y a des hommes qui sont aussi dominés par leur excitation, donc ils ont tellement peur de trop vite éjaculer qu'ils ont envie de vite être dans la pénétration. Donc là c'est pareil, hein, pourquoi pas oser même une sorte de masturbation où il y a une éjaculation, puis après on a un peu l'esprit libre et on peut s'occuper des préliminaires, et tant pis s'il n'y a pas à nouveau une érection. Il y a aussi des hommes qui sont marqués par de mauvaises expériences et qui n'ont peut-être pas encore vraiment compris de quoi on parle quand on parle des préliminaires, parce que les préliminaires c'est un mot un peu fourre-tout, hein, aussi. Donc voilà, donc je crois que c'est vraiment important lorsqu'il y a un homme qui n'est pas très fan des préliminaires, d'essayer de comprendre qu'est-ce que ça cache, parce que les 3/4 du temps, ça cache plus un symptôme, une peur, une difficulté que de l'égoïsme. Voilà. Vous êtes rassuré sur ce conseil ? L'orgasme, c'est une réaction de l'organisme à un état de tension. Oui, c'est un réflexe. Et on confond orgasme et éjaculation, ça n'a rien à voir en fait. L'éjaculation va permettre l'orgasme, mais c'est pas obligatoirement. Donc, les préliminaires nous mettent sous tension. On va jouer autour mais on n'y va pas franchement. Et c'est parce qu'on s'est mis sous tension qu'on va obtenir un orgasme. C'est vrai pour les femmes, c'est vrai pour les hommes. Et voilà. C'est pas égoïste que d'aller... C'est être bête. Mais je suis bien d'accord avec vous. Je suis bien d'accord avec vous. C'est passer à côté de quelque chose, quoi. Il n'y a pas de souci. Bon, bref, en tout cas... Égoïstement, pratiquons les préliminaires. C'est là ce que je voulais dire. En plus, c'est
tellement enfin, je veux dire, c'est tellement important parce que c'est une découverte du corps de l'autre, c'est une manière de prolonger aussi ce moment d'intimité. Enfin, il y a plein d'avantages et il y a vraiment aucune raison de les zapper, sauf de temps en temps, pourquoi pas aussi, hein, attention. Dans un ascenseur entre le 5e et le 7e. Oui. Là, on n'a pas le temps de faire les préliminaires. Ça, c'est sûr. On va parler du couple, des secrets du couple, en tout cas les 7 secrets du couple qui dure. C'est le titre du livre de Marie Sauvage qui est en ligne avec nous. Bonjour Marie Sauvage, merci d'être avec nous. Vous avez écrit un livre justement pour une sorte de guide, hein, pour aider les couples un petit peu à dépasser les moments difficiles, parce qu'en fait, oui, un couple, c'est un parcours initiatique, comme j'aime à dire, hein, et c'est ce qui permet de guérir nos blessures. Vous êtes praticienne en psychogénéalogie du couple, hein, c'est ça? Bonjour. Bonjour Brigitte, bonjour Jean-Charles. Bonjour Marie. Tout d'abord, je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui pour cette émission. Et en effet, j'ai étudié en fait le couple en voyageant. J'ai voyagé pendant pas mal d'années avec, comme vous savez, hein, des différences culturelles, des différences de croyances, des différences d'éducation. Et quand même, il y a quelque chose qui est ressorti, c'est-à-dire que le formatage du couple, aujourd'hui, on voit qu'il ne fonctionne plus. Donc, c'est vraiment... alors, c'est pas moi qui le dis, hein, c'est une étude de l'INSEE. Un couple sur 2 se sépare aujourd'hui. Les chiffres sont effrayants. Oui. Voilà, c'est assez effrayant, et d'autant plus quand il y a une famille en jeu. Et des enfants en bas âge, oui. Exactement, il y en a beaucoup. Donc, ce livre, en fait, va vraiment explorer la manière dont on est constitué, parce que on va suivre justement le côté du conditionnement du couple. Donc, le couple, ça doit être, on se marie par amour, pour amour. C'est justement ça, c'est qu'aujourd'hui, on se marie par attraction, hein, c'est même de ça dont vous parlez, de la fameuse loi d'attraction. Hein. Exactement. Et oui, mais c'est pas pour autant que on a tout pour que le couple tienne. Hein. Et c'est ça qu'il va falloir dépasser. Justement, on parle aujourd'hui des schémas de répétition, et si on n'a pas guéri nos blessures, si on n'est pas mature, il y a de fortes chances que le couple traverse des grandes crises, et si on sait pas les dépasser, on se sépare. Et c'est dans ce livre, vous montrez bien toutes les raisons, hein, qui font que on va se séparer. Hein. Tous ces conflits, ces manques, Ce sont en effet des prises de conscience. Donc déjà, cette prise de conscience du couple où on est tombé comme dans un piège de l'amour, du devoir aimer, du prince charmant, de la princesse incroyable, alors qu'on peut être, en effet, les 3 premières années quand on a le cocktail hormonal et les 6 premiers mois, surtout, c'est tellement très sympa à la rencontre. Par contre, au fur et à mesure des années, du temps qui passe, de la lassitude, de l'évolution de chacun, et puis justement avec notre héritage, avec notre psychogénéalogie qui est derrière, si on n'a pas conscience en fait de notre dimension physique, biochimique, émotionnelle, d'éducation, croyance, du transgénérationnel et de notre énergétique, voire aussi de la dimension spirituelle, alors on passe forcément à côté de certaines choses qui pourraient nous aider justement à traverser les aléas de la vie que tout le monde connaît. Et puis aussi, peut-être essayer de pas trop s'enfermer dans ce couple avec beaucoup d'attentes. Et ça, c'est un problème, comme je l'écris, hein, quelque part, nous, on a eu le côté judéo-chrétien, et puis, moi, dans ma génération, on a eu surtout les belles histoires de Walt Disney qui sont magnifiques, c'est vrai. Mais dans la réalité de la vie, ça se passe pas comme ça. On a des challenges dans la vie, on a peut-être aussi, arrive un moment, peut-être la santé qui rentre en jeu,
On a peut-être des problèmes aussi de connexion. Oui, et puis il y a aussi la vie la longévité qui a nettement augmenté. Et c'est vrai que la moyenne, moi j'avais trouvé cette enquête vachement intéressante. La moyenne d'un couple qui va bien, hein, c'est-à-dire d'un couple où vraiment c'est pas 30 ans, hein, c'est 15 ans. Hein, donc je veux dire, c'est pas grave non plus de se quitter au bout de 15 ans si on a vraiment, parce qu'on peut avoir vécu quelque chose de très chouette, hein. Mais se quitter au bout de 2 ans, c'est quand même un peu, ça veut dire que soit on a fait un mauvais choix, soit on va répéter parce qu'on n'a pas guéri nos blessures. Moi j'aime bien je sais pas si vous êtes d'accord, Jean-Charles Bouchou, mais j'aime bien rappeler que le couple, c'est un parcours initiatique. Ah, ça pourrait l'être, oui, bien sûr, et les relations amoureuses. C'est fait pour ça quand même aussi. Des cérémonies, oui, bien sûr. Vous êtes d'accord avec ça, Marie Sauvage, je suppose, parce que c'est ce que j'ai bien aimé dans votre livre, justement. Vous montrez bien à quel point il faut travailler sur soi aussi. Hein. Bien sûr, oui, il y a un travail où on apprend à se connaître et généralement, justement, ce livre va plutôt parler à des gens qui ont déjà eu quelques expériences pour pouvoir assimiler et connaître un peu, pour que le livre leur parle, hein. Il faut un petit peu d'expérience. C'est comme ça qu'on s'apprend aussi, qu'on s'expérimente et puis qu'on se connaît un peu mieux, qu'on peut aussi ouvrir aussi son esprit, hein, en comprenant justement notre formatage, notre système de croyances. Peut-être qu'on peut aussi mettre un petit peu de petites vibrations en plus, de petites épices dans la vie d'un couple. Ouais. J'aime bien aussi votre théorie des 6 mois. Hein. Vous dites bien, il faut 6 mois pour arriver à découvrir un peu qui on a en face de soi. Hein. Les 6 premiers mois, c'est l'être humain comme ça, hein, mais les 6 premiers mois, on donne le meilleur de nous-mêmes. On a envie de plaire, on a envie de séduire, on a envie de conquérir. On est en plus envoûté par tout cet amour, cette bonne vibration. C'est toujours sympa les débuts, hein. Et puis, c'est sûr que au bout d'un moment, la vraie nature commence à... On ouvre les yeux. Prendre le dessus, voilà. On peut avoir quelques informations sur l'autre personne. Donc oui, ma théorie des 6 mois, il faut pas aller trop vite. Voilà, il faut prendre le temps. Les 6 premiers mois, on savoure juste ces bonnes vibrations qui sont hyper nourrissantes. Et on verra déjà quelques petites problématiques qui pourront peut-être être des cycles de répétition aussi selon la psychogénéalogie de chacun. Il y a des choses aussi qui peuvent ressortir justement les 6 premiers mois, c'est très intéressant. Et puis aussi, je voulais appuyer sur aussi ces couples qui arrivent à surmonter des aléas de la vie qui sont difficiles, qui ont peut-être hésité aussi à se séparer. Et quand même, tous ceux qui ont développé un couple un peu humain, avec une certaine intelligence, à essayer de comprendre l'autre, à essayer de respecter l'autre dans son évolution, dans son chemin de vie, eh bien ces couples-là, dans tous ceux que j'ai interrogés, ces couples-là sont beaucoup plus heureux. Ils ont l'impression d'avoir quelque part compris aussi quelque chose dans leur parcours. En tout cas, c'est un livre vraiment qui peut aider les couples qui nous écoutent. Je le conseille. Merci d'en avoir parlé, Marie Sauvage. Ça s'appelle « Les 7 secrets du couple qui dure ». C'est chez CM Éditions. Merci beaucoup, Marie Sauvage. On va conclure dans un instant avec Jean-Charles Bouchou. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Nous sommes avec Jean-Charles Bouchou. Je rappelle que vous pouvez vous procurer le livre de Jean-Charles qui vient de sortir en poche aux éditions Erol, Les pervers narcissiques. Il est tout neuf, il est sorti hier. Et n'hésitez pas si vous avez envie de tout comprendre sur les mécanismes des pervers narcissiques. On retrouve maintenant Emma. Je crois que vous avez vécu aussi plusieurs relations toxiques. Bonjour Emma. Oui, bonsoir. Bonsoir Jean-Charles. Bonsoir Emma. Donc voilà, je suis à l'antenne avec vous au jour d'aujourd'hui parce que je voulais vous témoigner de mon parcours à moi. Oui, allez-y, oui. On vous écoute. J'avais des schémas qui se répétaient à chaque fois et à l'époque je me disais mais pourquoi je tombe toujours sur les mauvaises personnes? En général, c'est ce qu'on se pose comme question. Bah oui. Et si on tombait sur les bonnes qui viennent nous faire vivre ce qu'on a besoin de vivre et qu'on refuse de vivre et c'est pour ça qu'on les rencontre encore et encore. C'est un petit peu ça le thème de ce que j'ai envie de parler aujourd'hui. Ouais, tout à fait. Je suis d'accord avec vous. Ouais. Alors, je vous ai dit que je vous ai déjà eu à l'antenne il y a 3 mois de ça, je crois en arrière, je sais plus. Vous m'avez parlé des choses qui ne sont pas conscientisées. Oui.
Donc j'ai fait un travail sur moi. J'essaie de retourner en arrière, de retourner dans mon enfant intérieur. Et j'ai trouvé beaucoup de réponses. D'accord. Voilà. Donc je pense que c'est par rapport à mon enfant intérieur que je choisissais les mauvais partenaires. Ouais, l'enfant qui a été confronté à un trauma refoule le trauma, met en place les mécanismes de défense, et puis une fois qu'il est adulte, on se débrouille pour revivre les mêmes scènes. Le problème, c'est qu'on réutilise les mêmes mécanismes d'intellectualisation, de rationalisation. Je n'ai pas conscient. Comme par exemple, en étant enfant, je n'avais pas le droit de m'exprimer, et moi, dans mes relations, quand il y avait quelque chose qui me chiffonnait, je ne m'exprimais pas. Ouais. Donc, à force, la perversion se met en place. Oui, bien sûr. Si vous vous exprimez sur quelque chose, on va vous dire mais non, t'es faux, tu dramatises, et tatati, tatata. J'ai fait un énorme travail sur moi-même. Je voudrais en fait vous témoigner. Je me suis isolée, je me suis retrouvée face à moi-même. Je me suis posé les bonnes questions et j'ai enlevé ce déni que j'avais en tête en fait. C'était quoi ce déni? Ce déni, c'est que je ne mérite pas l'amour. C'est une croyance, hein, plutôt qu'un. Oui, c'est une croyance. Mais ce qui est important, Emma, puisque vous avez déjà avancé, peut-être que cette piste-là, il faut aussi aller l'explorer. Qu'est-ce que vous ressentiez quand vous étiez avec, par exemple, cet homme qui vous disait... Quand on dénigrait votre parole, qu'est-ce que vous ressentiez sensoriellement? Alors, j'ai fait des crises d'angoisse, j'étais pas bien. Ouais. Tout le temps stressée, très triste. J'avais l'impression d'être en dépression, en fait. J'étais l'ombre de moi-même. Alors, en fait, en général, à l'époque, j'étais quelqu'un de très solaire. Je me suis éteinte. Ouais. Est-ce que vous avez le sentiment de voir beaucoup d'informations et de comprendre les choses avant les autres? Alors, ces informations-là, quand je me retrouve seule avec moi-même, je comprends beaucoup de choses. Ouais. Ça fusionne dans ma tête. Ouais. Je me rappelle de scènes, je dis ah oui, d'accord, c'est pour ça qu'il s'est passé ça, ça et ça et ça. Ouais. Ça va très vite en fait. Ouais. Vous avez une façon de penser en réseau. Tout à fait. Oui, c'est ça. Et ça effraie certaines personnes. Ah. Ouais. C'est pas bon d'avoir raison trop tôt. Quand on regarde par exemple la politique, on se dit comment c'est seulement possible que nous laissions faire. Mais parce qu'on sent des choses que les gens n'ont pas envie de sentir. Ils préfèrent regarder la télé. Ouais, alors ça, je le ressens très fortement tous les jours. Hein. Ouais. C'est ça. Eh bien, il faut que vous preniez pleinement conscience de vos capacités. C'est intéressant. Ce sont des qualités, mais en même temps, ça peut vous mettre en danger. On n'a pas toujours raison d'avoir raison. La vérité n'est pas toujours bonne à dire. Voilà, c'est ça. Le premier qui dit la vérité sera exécuté. Exactement, c'est ça. On est bien d'accord, oui. Ouais, donc, vous comprenez des choses. Si il vous faut maintenant comprendre si votre entourage est prêt à l'entendre ou pas. Il y a certaines personnes, mais pas tous. Ouais. Pas tous, c'est comme moi, j'ai ma sœur aînée. Je parle avec elle sans filtre. On parle. D'accord. Ouais. Et parce que j'ai perdu mon papa il y a 3 ans, j'ai certaines sœurs qui sont dans le déni. Ah, mon petit papa chéri et tatati tatata. Mais moi, je parle de la réalité avec ma sœur aînée. Bien sûr. C'est-à-dire que votre père n'était pas un très bon père, c'est ça? Alors, en fait, mon papa, je vous explique, c'était un ouvrier qui travaillait beaucoup. Qui était souvent absent, qui faisait les 3-8. Et c'était maman qui tenait donc l'éducation des enfants. Et du coup, elle racontait toutes les bêtises. En fait, elle se déchargeait sur son mari le soir. Et ben, c'était nous qu'on était punis et qu'on prenait la raclée, quoi. Vous voyez? C'est comme par exemple, je vais vous expliquer une anecdote. Quand j'étais petite, je suis partie au marché avec maman et je voulais acheter une robe. Elle me dit oui, prends-la. Donc moi, toute contente, rentre à la maison, j'avais ma sœur aînée. Et je dis ouais, regarde, maman, il m'a acheté une robe et tout. Elle me dit ah ben, mets pas cette robe-là parce que tu vas te faire gronder. Donc moi, enfant un petit peu rebelle, j'ai mis cette robe. Eh ben, papa il s'est fâché et puis j'ai pris une rousse. La veille de mes 16 ans, j'étais pas bien. Je me suis dit oulala, pourquoi je vis moi sur terre pour me faire une rousse? Mais pourquoi votre père s'est fâché? Parce qu'elle était trop sexy? Parce que maman, oui, elle était courte. D'accord. Et donc vous voulez dire que votre mère vous aurait manipulé, sachant que si votre père vous voyait avec cette robe, vous seriez puni? Attends,
j'ai été punie, j'ai pris une sacrée boost. La veille de mes 16 ans, le lendemain, j'ai eu une carte d'anniversaire de ma sœur sur le chevet de mon lit. Et quand j'ai lu cette carte, en fait, j'étais pas bien, quoi. Et ben, je me suis dit, enfin, ma grande sœur m'aime. Oui, et voyez ce qui est intéressant, là je le dis pour vous, mais je le dis aussi pour tous ceux qui nous écoutent. Jean-Charles Bouchou, on a Emma qui nous appelle pour parler de relations toxiques qu'elle a vécues, etc. Et tout d'un coup, elle nous raconte quelque chose de son enfance. Et je pense que cet événement qu'elle nous raconte est essentiel parce que c'est pas par hasard qu'elle nous le raconte. Inconsciemment, c'est le traumatisme qui veut se vivre. Exactement. Oui. Mais c'est pas le. C'est pas le traumatisme qui veut. Le traumatisme se répète pour que vous le viviez de l'intérieur de façon sensorielle. C'est ça que j'essaie d'expliquer. Tout à fait. Hein, c'est pas dire intellectualiser. Ah, c'est bon, j'ai revécu mon trauma. Non, le vivre, c'est le vivre à l'intérieur de soi. À l'intérieur de soi, tout à fait. Je suis d'accord avec vous. Ouais. C'est souvent ce qu'on évite, évidemment, c'est normal. Et quelque part, dans une certaine... Alors, moi, je schématise un petit peu parce qu'on a quelques minutes à échanger ensemble, donc on ne peut pas commencer une thérapie sur le long cours. Mais quelque part, au moment où vous avez envie de vous montrer féminine, votre père vous dit non, de manière très violente. Oui. Tout à fait. Et donc, violent, hein. Oui, c'est violent. Et c'est très violent, bien sûr. Et d'autant plus que... c'est votre mère qui vous met dans cette situation-là, vous voyez. Donc il y a quelque chose de, et donc je pense qu'il y a encore peut-être chez vous, si pour dépasser ce trauma, il y a quelque chose peut-être encore chez vous qui est difficile de vous assumer en tant que femme, comme vous avez envie de vous assumer. Et peut-être. C'est comme un exemple que je vais vous donner très anodin. Je suis une femme qui a les cheveux courts. Je peux pas me laisser couper les cheveux. Vous étiez que des sœurs? 6 filles et un garçon. J'étais une enfant assez rebelle, cheveux longs jusqu'à 11 ans. Ouais. Maman me coiffait qui faisait très mal à la tête. Puis un jour, je me suis rebellée, j'ai coupé les cheveux garçons. Et depuis, j'ai toujours eu les cheveux garçons. Oui, et au moment où vous voulez affirmer votre féminité, votre père vous tape dessus. Donc, vous voyez, tout ça, c'est quelque chose. Alors après, on schématise un petit peu. C'est plus complexe que ça, bien sûr. Hein, oui. Mais je crois que c'est toujours important moi, ce que j'ai un peu l'habitude d'écouter les gens et de pas avoir beaucoup de temps pour essayer de les aider à avancer. Mais je sais bien que si on me raconte quelque chose, c'est pas par hasard qu'on me raconte particulièrement ce moment-là, parce que je suis sûre qu'il y a eu d'autres moments difficiles dans votre enfance, bien sûr. Après, c'est vrai que en prenant du recul, en repensant aux relations toxiques, les signes, je les ai pas vus, quoi. À un moment donné, je m'en suis voulu. J'ai dit, mais punaise, t'as pas vu ça, quoi. Mais une fois qu'on sort de ce contexte, on se rend compte, en fait, que c'était de la manipulation, quoi. Il n'y a pas pire aveugle que celui qui ne veut pas voir. Hein. Oui. Il y a des phrases comme ça qui ont marqué les siècles et qui sont toujours tellement valables. Mais si on le voit, on ne va pas le vivre. Et comme il faut revivre son trauma, eh bien, c'est normal qu'on ne l'ait pas vu. Hein. Exactement. Pour essayer de conclure avec, puisqu'on est en fin d'émission, puisqu'il faut... Vous êtes d'accord, finalement, c'est normal qu'on ne l'ait pas vu. Oui, parce qu'on avait besoin de re-rentrer dedans. Voilà. Et donc, c'est comme on n'entend pas ce qu'on n'a pas envie d'entendre. Je ne sais pas si vous pratiquez un peu le tarot de Marseille, mais j'adore cette carte de cette lame de la roue de la fortune, vous savez, où c'est une roue et vous avez 3 singes. Vous en avez un qui cache les oreilles, vous en avez un qui se cache la bouche et un autre qui se cache les yeux, parce que et donc on continue, la roue continue à tourner et on reste aveugle, sourd et muet pour continuer à subir notre trauma. C'était un peu ça, hein. Vous aviez envie. C'est exactement ça, et il s'agit maintenant d'accepter de rentrer pleinement dedans et de le vivre, mais de le vivre sensoriellement, encore une fois. Et éventuellement, pas intellectuellement. Et si c'est vraiment douloureux de se faire aider. Oui. C'est pas le but de faire ça. Oui, mais on travaille mieux, je pense, en se faisant aider par quelqu'un qui dirige un petit peu. Oui, bien sûr. Bien sûr.
En tout cas, merci beaucoup Avec Jean-Charles plaisir. Bouchou. Merci Emma de votre témoignage. Je rappelle que Les Pervers narcissiques, c'est aux éditions Erol et vous le retrouvez en poche. Et puis, au mois de novembre, du 14 au 17 novembre, vous allez participer à un atelier Oui, un Rebirth. atelier Rebirth dans la région de Montpellier pour travailler sur les traumas et les dépasser enfin. Voilà. Et donc, rappelons-le, le Rebirth, ça travaille sur la respiration pour être dans son corps. Une respiration haute et intense qui nous amène dans des états propices à l'expression des traumas. Nous serons lundi avec Franck Martin. On va travailler sur les crises et les conflits du couple qui nous permettent de grandir, et en laissant peut-être l'amour-propre de côté. C'est ça aussi le couple. Si on veut que l'amour-propre l'emporte sur l'amour, il est forcément normal qu'il y ait des conflits. Et tout de suite, vous retrouvez Alexandre Delevanne pour C'est votre avenir.